Tu n'es qu'une soldate fauchée, et ce mari pompier que tu as, n'a rien à son nom, absolument rien, a craché ma mère, détachant chaque mot. Ses yeux ont balayé mon uniforme de cérémonie de la Navy, comme si elle jaugeait un tas de charognes sur le bord de la route. Elle s'est penchée par-dessus la table, a arraché l'invitation au bord doré de mes mains, et a écrasé son talon aiguille dessus, comme si le carton était porteur d'une maladie. Isabella épouse un milliardaire de Wall Street. Demain, des centaines de PDG seront là, a-t-elle sifflé, le menton pointé vers le plafond. Je ne peux pas les laisser voir, que la mariée d'un milliardaire a une petite sœur miséreuse qui vit d'un salaire du gouvernement. Ta pauvreté va entacher l'image de cette famille. Reste chez toi. Je suis resté planté là. Mes molaires étaient serrés si fort, que j'ai senti le goût du cuivre au fond de ma gorge. Le coup de poignard porté par ma propre mère m'a transpercé la cage thoracique avec plus de sauvagerie que n'importe quelle fusillade que j'ai jamais traversée. J'ai boutonné mon manteau, j'ai pris la main rugueuse de mon mari, et j'ai passé cette porte, acceptant l'exil. Mais elle n'en avait aucune idée. 3 heures après ce mariage à 1 million d'euros, 12 agents fédéraux lourdement armés ont fait voler le silence en éclats, et ont bouclé toutes les issues de ma maison. L'agent en chef a posé le pied sur mon Porsche, et a prononcé des mots qui ont tout changé. Washington sait qui vous êtes, lieutenant. Mais avant que je vous dise pourquoi, et comment cette nuit, a été la seule de toute ma vie où leur masque de haute société a été réduit en poussière, et qui a dû en payer le prix. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à cette chaîne, et restez avec moi. Parce que ce qui s'est passé ensuite, pas une seule personne de ma famille ne l'avait vu venir. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Ce matin-là, ma mère a claqué une épaisse liste d'invités sur la table en chêne, assez fort pour faire trembler l'argenterie. Le bout de ses ongles peints en rouge cramoisi a glissé sur des noms que je reconnaissais pour les avoir vus en couverture de Forbes. Ses yeux se sont posés sur mon uniforme de service de la Navy, et ses narines se sont pincées, comme si elle venait de sentir l'odeur de quelque chose qui pourrissait dans les murs. Sans le moindre avertissement, elle a bondi en avant, et a arraché l'invitation aux lettres d'or de mes mains. Le carton est tombé face contre terre, sur le tapis persan importé. Puis, elle a fait une chose que je garderai en mémoire jusqu'à la tombe. Elle a levé le talon pointu de son escarpin, et l'a enfoncé directement au centre de cette invitation. Un écrasement lent, délibéré. Le message était codé avec un mépris pur, ta place. La tienne et celle de ton mari. Est en permanence sous ma chaussure. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé du poing sur la table. Le réflexe de combat d'un officier commissionné a pris le dessus avant toute autre chose. J'ai inspiré profondément, remplissant mes poumons d'air. Je l'ai retenu 4 secondes. J'ai expiré en 4 secondes. Mes yeux, désormais tranchants comme des rasoirs, ont glissé vers le canapé en cuir. Isabella, ma sœur aînée, celle qui a le même sang qui coule dans ses veines, était assise là. Elle passait une lime à ongles incrustée de diamants sur son index. Le coin de sa bouche s'est retroussé, en un demi-sourire d'approbation silencieuse. Elle n'avait pas besoin de dire un mot. Ce rictus moqueur, c'était sa signature au bas de mon avis d'expulsion. À côté de moi, David est resté immobile. Ses mains, massives, cicatrisées, calleuses après des années à empoigner des lances à incendie et à traîner des inconnus hors de bâtiments en flammes, se sont crispées sur la coudoir, jusqu'à ce que chacune de ses jointures devienne blanche. L'immobilité dans cette pièce était plus oppressante que la pression de l'air juste avant une explosion. Ma mère n'a pas laissé le silence respirer. Elle a enfoncé une autre lame empoisonnée. Un doigt dégoulinant de bagues en diamant s'est pointé vers la barrette de ruban sur ma poitrine. Ta sœur s'est affamée pour gagner une place dans ce monde. N'ose surtout pas utiliser ton petit badge de soldat minable pour mendier l'attention des proches de Richard. Chaque syllabe tranchait comme un rasoir coupe-chou. Elle effaçait une vérité qu'elle ne pouvait pas se permettre de laisser découvrir à qui que ce soit, la prime de risque que j'avais transférée chez moi, depuis les zones de combat. L'argent, gagné pendant que les obus de mortier secouaient la poussière de mon casque, avait été discrètement siphonné, pour acheter à Isabella son premier sac à main de créateur. Celui-là même, qu'elle avait utilisé comme appât pour ferrer un milliardaire. Assez. J'ai repoussé la chaise, et je me suis levé de toute ma hauteur. La posture d'un soldat qui pose le pied sur un champ de bataille. Je me suis penché, et j'ai refermé le bouton en laiton de mon manteau qui s'était détaché. Ensuite, j'ai regardé ma mère droit dans les yeux, et j'ai utilisé la voix d'une arme déchargée.
De l'acier froid. Pas d'air gaspillé. Tu as raison, mère. J'ai soutenu son regard sans ciller. Ma carte d'identité militaire, et les cicatrices de brûlure qui couvrent le corps de mon mari, ont une valeur bien plus permanente, que le moindre bout de déchet qu'est cette invitation dans cette pièce. Félicitations pour ta victoire. Je me suis penché et j'ai pris la main rugueuse de David. Nous sommes sortis. Le pen dormant derrière nous s'est refermé dans un claquement sec, un seul bruit métallique, qui a tranché court à la moindre illusion restante, sur cette chose qu'ils appelaient famille. David n'a pas parlé avant que nous n'atteignions l'allée. Il a ouvert la porte de mon pick-up, a attendu que je monte, puis a fait le tour pour aller côté conducteur. Sa mâchoire était toujours crispée. Le tendon qui descendait sur le côté gauche de son cou, palpitait assez fort pour être visible depuis l'autre côté de l'habitacle. Il a tourné la clé. Le moteur du vieux Ford a toussé, a brouté, a toussé à nouveau, puis a démarré. Le pot d'échappement a cliqueté contre son support rouillé, un son que je connaissais mieux que n'importe quelle cadence militaire. « Ça va » a-t-il demandé. 2 mots. C'était David. Un homme qui communiquait plus dans un hochement de tête, que la plupart des gens en une heure. Je n'ai pas répondu. Mes yeux avaient glissé vers ses mains sur le volant, des mains couvertes d'épaisses crêtes blanches de tissu cicatriciel, dues aux brûlures au 3e degré qu'il avait subies 2 ans plus tôt, dans l'incendie d'une maison mitoyenne à East Baltimore. L'appel était arrivé à 3 heures du matin. Une famille de 5 personnes piégées au 1er étage. Les flammes dévoraient la cage d'escalier. David était monté seul, quand la bouteille d'air de son partenaire avait connu une défaillance. Il avait trouvé une fillette de 4 ans sous un lit, inconsciente, et il l'avait ramassée à 2 bras. Les solives du plafond avaient cédé en haut des escaliers. Des poutres enflammées lui étaient tombées en travers des avant-bras. Il avait senti sa peau fondre dans le tissu de ses gants. Il n'a jamais lâché cet enfant. Il a descendu 14 marches d'un escalier en feu, avec un plafond qui s'effondrait sur ses épaules, a remis la fillette aux ambulanciers sur la pelouse, puis s'est évanoui sur l'herbe. Les chirurgiens ont passé 11 heures à greffer de la peau, de ses cuisses sur ses mains et ses avant-bras. Il a repris le travail en 9 semaines. Il n'a jamais postulé pour la médaille de la bravoure du département. Il a dit qu'il n'avait rien fait de spécial. Ses mains. Crevassées, laides, cartographiées de cicatrices permanentes. Valaient plus que tous les gestionnaires de fonds spéculatifs invités au mariage de demain, réunis. Le moteur a ronronné. Le pick-up a cahoté sur la route de campagne, et le souvenir m'a frappé, comme un coup de crosse de fusil dans la mâchoire. Il y a 10 ans. J'avais 18 ans, debout dans notre cuisine, tenant une lettre d'acceptation à l'université. Bourse d'études complète, mon ticket de sortie. Ma mère me l'a arraché des mains, l'a déchiré net en deux, et a jeté les 2 morceaux dans la cheminée. J'ai regardé le papier se recroqueviller, noircir et disparaître. Isabella vient d'emprunter 20 000 € pour ses tenues de concours de beauté, a-t-elle dit, sans même me regarder. Tu vas débarrasser les tables au restaurant de viande, et rembourser ça. Ensuite, elle a appuyé son index avec force, au centre de mon front, juste entre mes yeux. Tu as les yeux de ton père, le charpentier. Je ne laisserai pas sa pauvreté infecter cette famille. Mon père, Miguel Vasquez. Un fabricant de meubles qui construisait des tables à manger de ses mains nues, pour 19 € de l'heure, dans un atelier qui n'avait pas la climatisation. Il faisait des journées de 12 heures, 6 jours par semaine. Ses ongles étaient tachés de teinture à bois de façon permanente. Il sentait la sueur et l'huile de lin. Chaque soir, il rentrait à la maison, me prenait dans ses bras, et m'asseyait sur son établi pendant qu'il ponçait la pièce qu'il était en train de finir. Il m'a appris à mesurer 2 fois. Il m'a appris que le grain du bois, vous dit dans quelle direction couper. Il m'a appris, que les choses que vous construisez de vos propres mains, portent une partie de votre âme que l'argent ne pourra jamais reproduire. Il est mort quand j'avais 7 ans. Une lame de raboteuse s'est brisée à la scierie, et un fragment a touché son artère fémorale. Il s'est vidé de son sang sur le sol de l'atelier, avant que l'ambulance ne traverse les voies ferrées. Il a laissé une chose pour moi. Une petite bague, qu'il avait sculptée dans un morceau de noyer noir, la nuit de ma naissance. Il l'avait poncée avec du papier de verre grain 400, et frottée avec de la cire d'abeille jusqu'à ce qu'elle brille. J'avais gardé cette bague dans ma poche de poitrine à chaque déploiement, chaque fusillade, chaque nuit blanche dans un désert étranger, où le sable s'infiltrait partout, sauf dans cette seule poche que je gardais scellée.
Ma mère avait jeté toutes les photos de lui, un mois après ses funérailles. Elle a remplacé son nom de famille par une histoire inventée, selon laquelle nous descendions de la vieille aristocratie castillane. Un mensonge, qu'elle a passé les 2 décennies suivantes à peaufiner. Un mensonge dont elle avait besoin, pour qu'Isabella se vende au plus offrant. Cette nuit-là, à 18 ans, j'ai ravalé chacune de mes larmes. J'ai emballé exactement 3 tenues de rechange dans un sac de sport, et j'ai marché presque 10 kilomètres dans l'obscurité, jusqu'au bureau de recrutement de la Navy. Le recruteur a regardé mes yeux gonflés, et n'a posé aucune question. Il a juste fait glisser les papiers sur le comptoir. La cruauté s'est répétée à mon propre mariage, il y a 3 ans. David se tenait devant l'autel, dans son uniforme de cérémonie de pompier de classe à repasser, impeccable, fier. Pas de champagne, pas de sculpture de glace. Juste 2 douzaines de membres de son équipe, portant encore la légère odeur de fumée et de diesel, qui lui tapaient dans le dos. Ma mère était assise au premier rang, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Quiconque l'observait, aurait pensé qu'elle était émue aux larmes, mais je l'ai entendue siffler à l'oreille de ma tante, sur le siège d'à côté, quelle honte. Elle a épousé un ouvrier ordinaire, qui n'a même pas de fonds de placement. Elle m'étale de la cendre sur tout le visage. Elle avait aussi fait une scène, le mois précédant le mariage. Elle s'était pointée à notre appartement à l'improviste, avait parcouru chaque pièce, passé un doigt sur le comptoir de la cuisine, et l'avait inspecté comme un contrôleur sanitaire. Puis elle s'était tournée vers David, et lui a dit, devant moi, « J'espère que tu comprends que d'épouser ma fille, est le seul investissement que tu feras jamais, qui soit bien au-dessus de tes moyens. » David n'a rien répondu. Il a juste pris son casque de pompier sur le comptoir, et est parti prendre son service. Le trou dans le mur de la cuisine, là où il a frappé du poing plus tard, m'a dit tout ce que son silence m'avait caché. L'hémorragie ne s'est jamais arrêtée. Il y a 1 an. Alors que j'étais coincé dans une base opérationnelle avancée au Moyen-Orient, avec des tirs de mortier qui pilonnaient le périmètre toutes les 40 minutes. Mon téléphone a vibré. Pas un appel pour prendre des nouvelles. Pas, est-ce que tu es en sécurité? La voix de ma mère a crissé à travers les parasites et le bruit du sable. Elle a exigé que je signe une autorisation, pour liquider la totalité de mon fonds de prime de risque, et que je lui vire l'argent. La raison? Isabella avait besoin d'un sac Birkin Hermès à 30 000 €, pour frimer dans le country club privé de Richard. Si elle n'a pas l'air d'être à sa place, elle va le perdre, et nous perdrons tout, a hurlé ma mère, pendant qu'un obus explosait assez près, pour faire tomber de la poussière du plafond au-dessus de ma tête. J'ai refusé. Je lui ai dit que je ne convertirais pas l'argent gagné dans le sang, en cuir de créateur. Elle m'a traité de louve ingrate. Puis la ligne a été coupée. De retour dans le pick-up, j'ai fixé les mains cicatrisées de David, sur ce volant usé. Le chauffage du Ford cliquetait. L'aiguille de la jauge d'essence frôlait la réserve. J'ai passé mon pouce sur l'anneau en bois dans ma poche de poitrine, le seul héritage que mon père m'ait laissé. Et j'ai fait un pacte avec moi-même, dans le silence de cet habitacle. Pas une seule larme ne coulerait plus jamais pour des parasites qui se cachent derrière le mot famille. Pas une seule. Aucune pitié, aucune exception. Ce que ma mère n'a jamais su, ce que personne dans cette maison ne savait. C'est ce qui s'était passé 6 ans plus tôt, à l'autre bout du monde. Sur un littoral sans nom, sur le théâtre des opérations en Méditerranée. J'avais 22 ans. Un convoi diplomatique voyageant sans plaque d'immatriculation, traversait un couloir contesté au crépuscule. L'embuscade a frappé sans aucun préavis. Les tirs croisés, provenant d'une position surélevée, ont déchiqueté les véhicules de sécurité extérieurs en moins de 4 secondes. Le SUV central, blindé et banalisé, a pris un coup direct d'une balle perforante, il a fait 3 tonneaux dans le sable, et s'est immobilisé sur le toit. Le carburant s'est répandu en dessous, et a pris feu immédiatement. Le secteur tout entier est devenu une zone de mort, sans aucune issue. Je commandais une équipe de soutien médical, à 200 mètres derrière le convoi. La radio sur mon épaule a aboyé l'ordre, fort et clair, équipe médicale, tenez la position. N'approchez pas du véhicule. Protocole standard. Le détachement de protection VIP du convoi était censé se charger de l'extraction. Mais à travers mes jumelles, je pouvais les voir. Tous les 4, face contre terre et immobiles dans la poussière. Et j'ai pu voir une main de vieil homme, se pressant contre la vitre fêlée du SUV en flammes, les doigts grands ouverts, poussant avec tout ce qui restait à un corps,
dont le temps était compté. J'ai arraché mon oreillette, j'ai lâché la radio dans le sable, j'ai sorti mon arme de poing de son étui de cuisse. Et j'ai couru. Chaque règlement du manuel me hurlait de rester sur place. Le calcul tactique était clair, un infirmier courant dans une zone d'embuscade active, armé d'un pistolet, contre des combattants retranchés équipés de lance-roquettes, RPG, c'était un résultat net négatif pour la mission. J'allais presque certainement mourir, et ma mort n'accomplirait rien, si ce n'est d'ajouter une victime de plus à un rapport classifié que personne ne lirait jamais. Mais le calcul ne prenait pas en compte cette main. La main de ce vieil homme, pressé contre la vitre, les doigts écartés, poussant avec ce qui lui restait de vie, dans un corps qui avait des minutes, peut-être des secondes, avant que le feu n'atteigne le réservoir de carburant. J'ai couru sur 200 mètres à découvert, sans couverture, les balles claquant à mes oreilles, assez près pour en sentir la chaleur. J'ai couru en zigzag, le modèle qu'ils vous inculquent à l'école des officiers, jusqu'à ce que vos jambes cessent de réfléchir. Mes bottes mordaient dans le sable et le gravier. Une balle a percuté la terre à 8 cm de mon pied gauche. Je n'ai pas ralenti. La chaleur du véhicule en feu m'a frappé, comme la porte d'un fourneau grand ouvert, à 10 mètres de distance. J'ai fracassé la vitre déjà fêlée avec la crosse de mon pistolet, j'ai passé les deux mains à l'intérieur, et j'ai extirpé un homme aux cheveux blancs à travers le cadre brisé. Il saignait d'une entaille au-dessus de l'œil. Son costume était imbibé de carburant. Une grenade à fragmentation a explosé à 10 mètres sur notre droite. L'onde de choc nous a plaqués tous les deux dans le sable. J'ai roulé par-dessus lui, couvrant son corps avec le mien. Un éclat d'obus m'a arraché une entaille de 15 cm, en travers de l'omoplate gauche. Je pouvais sentir la chaleur de mon propre sang, imbiber ma chemise. Pendant les 4 heures qui ont suivi, je suis resté couché sur cet homme, dans un creux peu profond dans le sable. Pressant ma paume nue, contre une blessure à son cou, pour l'empêcher de se vider de son sang. J'ai compté son pouls avec mes doigts. Je lui ai parlé pour le garder conscient. J'ai refusé de lâcher prise, lorsque la deuxième vague de tirs a balayé la zone. Quand l'hélicoptère d'extraction s'est finalement posé, et que les secouristes m'ont arraché de lui, mes bras s'étaient verrouillés en position. Ils ont dû me forcer les doigts pour m'ouvrir la main. 2 jours plus tard, dans un hôpital de campagne qui sentait l'antiseptique et le diesel, 3 hommes en costume noir sont entrés dans ma chambre. Ils ont posé une lourde mallette sur ma table de chevet. À l'intérieur, des centaines de milliers d'euros en liquide. Derrière eux, un colonel tenait un écrin en velours, contenant ce qu'il a décrit comme une nomination, pour la plus haute distinction militaire de la nation. J'ai tout refusé. J'ai fait ce que n'importe quel soldat ferait. J'ai suivi le serment. J'ai demandé que le dossier de l'opération soit scellé et classifié. Aucune archive publique, pas de presse, pas de notification à la famille. L'homme que j'avais sorti de cette épave en feu, je n'ai appris son nom que lors du débriefing classifié, Arthur Sterling. Ancien secrétaire d'État des États-Unis. Le courtier financier le plus puissant de Wall Street. L'homme dont les appels téléphoniques faisaient ou défaisaient des entreprises entières. Ma mère a passé les 6 années suivantes à me traiter de moins que rien fauché. Elle n'avait aucune idée, pas le moindre indice, que la fille sur laquelle elle crachait, portait un secret qui pourrait remodeler toute la structure du pouvoir, de son précieux monde de la haute société. Le matin du méga-mariage d'Isabella. Pendant que 500 invités en soie et diamants se rassemblaient dans un domaine au bord du lac en Virginie, j'ai choisi une autre destination. J'ai revêtu mon uniforme de service de la Navy, je suis monté seul dans le pick-up, et j'ai conduit jusqu'au cimetière national d'Arlington. J'ai marché lentement entre les rangées de pierres tombales en marbre blanc. Des milliers d'entre elles, identiques, parfaitement alignées, s'étirant jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. Personne enterré ici ne se souciait de savoir combien de fonds spéculatifs vous gériez. Personne ici ne vous posait de questions sur votre valeur nette. Ici, la valeur d'un être humain se mesurait à une seule devise, ce qu'il était prêt à sacrifier pour quelqu'un d'autre. Je me suis arrêté devant une pierre que je visitais chaque année. Sergent de première classe Alejandro Reyes. Tué en couvrant la retraite de son escouade à Kandahar. 23 ans. Sa mère m'envoyait encore une carte de Noël chaque mois de décembre, avec une photo de sa fille, une fille qu'il n'avait jamais connue, née 6 semaines après l'obus de RPG qu'il avait renvoyé chez lui, dans une boîte drapée d'un drapeau. Je me suis agenouillé, j'ai balayé une feuille morte de la base de la pierre, et j'ai pressé 2 doigts contre les lettres gravées de son nom. Marbre froid.
Voilà ce que l'on ressent quand on touche le sacrifice. Ni chaud, ni doux, ni enveloppé d'un ruban. Juste froid et permanent, et plus lourd que tout ce qu'un civil ne tiendra jamais entre ses mains. Derrière moi, une canne en bois a tapoté contre le chemin en asphalte. Je n'ai pas eu besoin de me retourner. Le major, Master Chief, Robert Dawson, à la retraite. 68 ans, le visage assuré de cicatrices de 3 décennies de déploiement au combat. Le bras gauche remplacé sous le coude, par une prothèse en titane après un engin explosif improvisé, IED, à Ramadi. Il s'est avancé à côté de moi. Il ne m'a pas regardé. Ses yeux sont restés fixés sur le drapeau américain, qui claquait dans le vent au-dessus du cimetière. Il venait ici tous les mardis matins depuis 11 ans. Pluie, neige, chaleur caniculaire. Il n'en avait jamais manqué un. Votre posture est parfaitement réglementaire, lieutenant Harald Dawson. Sa voix était épaisse, de décennies de poudre à canon et de café noir. Mais votre rythme respiratoire me dit que votre esprit saigne sur un autre front. Embuscade, monsieur. Par ma propre mère. Les mots sont sortis platement, comme un rapport de terrain. Dawson a frappé durement sa canne dans l'herbe. Sans prévenir, il a porté la main à son propre cou, a détaché une plaque d'identité noircie pendue à une chaîne en acier, une plaque qu'il portait depuis 30 ans. La plaque d'un partenaire mort dans ses bras à Fallujah. Il l'a fermement pressée dans ma paume. Le métal était glacé. Sentez ce poids, Vasquez. C'est ça le prix de la liberté. Votre mère ne pourrait pas la soulever, même à 2 mains. Il a fait basculer son bras en titane, et a frappé d'un coup sec contre le côté gauche de ma poitrine, droit sur mon cœur. L'impact a résonné à travers mes côtes. L'honneur se forge dans le sang. Les traîtres creusent toujours leur propre tombe, avec leur propre vanité. Ils n'ont pas besoin de votre aide. Restez droite et fière. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un SMS de David. Une photo. L'écran montrait une boîte en polystyrène, posée sur les marches de notre Porsche. J'ai reconnu l'écriture de ma mère, sur un mot à l'encre rouge scotché sur le couvercle. Je n'ai pas pu lire les mots depuis la miniature, mais je n'en avais pas besoin. Le geste était suffisamment clair. Même maintenant, à des kilomètres de distance, elle continuait de frapper. J'ai remis le téléphone dans ma poche. J'ai regardé Dawson dans les yeux. Oui, monsieur. Ma voix a claqué à travers les pierres tombales, comme un coup de fusil. Ma colonne vertébrale s'est redressée à son maximum. Chaque once de pitié envers moi-même, chaque once de faiblesse d'avoir été renié par mon propre sang. Je les ai écrasés sous le talon de cet unique aboiement sec. J'ai claqué mes talons ensemble, j'ai pivoté, et je suis sorti du cimetière au pas cadencé, avec des pas qui laissaient des empreintes dans le gravier. Le bouclier était forgé. L'armure était scellée. J'étais prête pour ce qui allait arriver. 15 heures. Notre petite maison baignait dans un silence suffocant. La télévision était branchée sur une chaîne locale, qui diffusait en direct le mariage au domaine de Virginie. Des drones caméras balayaient le parc immaculé. Isabella flottait à l'écran, dans une robe incrustée de ce que le commentateur, à bout de souffle, appelait les 400 diamants cousus main. Ma mère gravitait autour des tables VIP, inclinant la tête et remplissant les verres de vin d'homme, qui géraient plus d'argent que certains pays. Je m'étais assise à la table de notre cuisine, avec mon pistolet de service, démonté en 11 pièces sur une toile cirée. Une par une, j'ai nettoyé chaque pièce. Canon, glissière, ressort de rappel, tige de guidage. Le cliquetis sec et précis des pièces en acier contre la surface de la table, fendait le silence comme un métronome, battant un contre-rythme au quatuor à cordes, qui jouait sur l'écran de télévision. 2 mondes existant au même moment. Le leur, des flûtes à champagne accrochant la lumière des lustres, un gâteau à 5 étages roulé sur un chariot doré, ma mère faisant la bise à des femmes, dont la valeur nette dépassait le PIB de petites nations. Le mien, de l'huile pour arme sur une nappe en plastique, un robinet de cuisine qui fuyait toutes les 9 secondes, et la lointaine odeur du dernier incendie que David avait combattu, s'accrochant toujours à son manteau d'intervention pendu près de la porte. La caméra est passée à un plan large de la cérémonie elle-même. Isabella se tenait sous une arche de rose blanche, qui avait dû coûter plus cher que notre hypothèque. Richard. Grand, la mâchoire angulaire, le genre de bronzage qu'on attrape sur des yachts. Il a glissé une alliance à son doigt. Ma mère se tenait au 2e rang.
Les mains jointes devant la poitrine, rayonnantes de la manière dont les mères sont censées rayonner au mariage de leur fille. Elle n'avait pas fait cette tête-là au mien. Au mien, elle avait pleuré dans un mouchoir, et chuchoté des insultes à quiconque voulait bien l'entendre. J'ai remis la glissière en place dans un claquement sec, j'ai chargé le chargeur, et j'ai posé l'arme. Un coup sec a secoué la porte d'entrée. David, toujours dans son pantalon de feu après un incendie de bâtiment ce matin-là, s'est levé et est allé ouvrir. Un chauffeur privé portant une casquette noire, se tenait sur le porche. Sans dire un mot, l'homme a déposé une boîte isolante en polystyrène blanc sur la marche en béton, a tourné les talons et est parti. David a ramassé la boîte. Sur le couvercle, un mot écrit à la main à l'encre rouge. J'ai vu ses yeux parcourir les mots. Sa mâchoire s'est lentement élargie, le muscle masséter gonflant jusqu'à ce que les veines ressortent contre la peau de son cou. Il a lu à haute voix. Une voix plate. Ce sont des restes de soupe aux ailerons de requin, de l'hôtel 5 étoiles. Je l'envoie pour que ton mari pompier fauché puisse goûter ce que mangent les gens riches. Tiens ta langue, et reste dans ton trou à rats. La signature de ma mère, ce M majuscule cursif et dramatique, barrait le bas de la page. David a fixé le mot pendant 3 secondes. Puis il l'a refermé. Il a pris la boîte, un récipient contenant de la nourriture, qui coûtait probablement plus cher que notre budget course d'un mois, l'a calmement porté sur le côté de la maison, a soulevé le couvercle de notre poubelle en tôle rouillée, et l'a jeté dedans. Le couvercle a claqué avec un bruit de marteau de juge. Il est rentré, s'est assis à côté de moi, a pris un chiffon propre, et a commencé à m'aider à essuyer le canon. Aucun de nous n'a dit un mot. Il n'y avait rien à dire. La dignité n'est pas quelque chose que l'on peut acheter avec les restes de la table d'un homme riche. Et ce n'est certainement pas quelque chose que l'on peut tuer avec un mot écrit à l'encre rouge. Nous sommes restés ainsi pendant 20 minutes. De l'huile et du silence. Puis, le signal de la télévision s'est brouillé en grésillement. Au même instant, une vibration sourde a traversé le plancher. Le grondement inimitable de moteurs lourds. De multiples véhicules vrombissant de plus en plus près sur l'asphalte à l'extérieur. La pression de l'air dans la pièce a semblé chuter. Ce n'était pas le pick-up d'un voisin. C'était le bruit coordonné d'un convoi tactique. David s'est levé d'un bond. Il a traversé vers la fenêtre en 2 enjambées, a écarté le rideau de 2 doigts, et a regardé dehors. La couleur s'est vidée de son visage en temps réel. Véronica. Sa voix est tombée dans un registre, que je ne l'avais entendu utiliser qu'à l'intérieur de bâtiments en feu. Je ne pense pas qu'il soit là pour une descente antidrogue. Il pointe directement notre porte d'entrée. Je suis sorti sur le porche, les bras le long du corps. 4 SUV noirs avec des plaques du gouvernement fédéral, avaient freiné en crissant pour se mettre en position, formant un blocus en forme de V, qui scellait chaque issue de notre propriété. 12 hommes. Grands, larges d'épaules, costumes noirs, lunettes de soleil miroir, oreillettes en spirale. Ils sont sortis à l'unisson, comme une machine à 24 jambes. Leurs mains droites planaient près de leurs hanches, les bouts des doigts effleurant des holsters dissimulés. Ce n'étaient pas des shérifs du comté, ni la police d'État. Chaque détail, la formation, les plaques, la posture, tout hurlait une chose, le fédéral. J'ai croisé les 2 mains dans le dos en position de repos, et je les ai regardés approcher. Ma respiration était régulière. 4 d'inspire, 4 de maintien, 4 d'expire. L'exercice se fiche de savoir, si vous faites face aux tirs ennemis, ou à un mur de costumes gouvernementaux. L'agent de tête s'est détaché de la formation, et a marché droit vers moi. Il avait une fine cicatrice blanche, qui partait du coin de l'œil gauche pour descendre jusqu'à la mâchoire. Le genre de cicatrice qui vient de combat rapproché, pas d'un accident de rasage. Il s'est arrêté à exactement 2 pas de la marche du Porsche. Lieutenant Véronica Vasquez. Sa voix était comme un câble d'acier tendu à l'extrême. Aucune place pour la négociation dans ce ton. C'est exact. J'ai verrouillé mon regard sur ses pupilles, et j'ai soutenu l'échange. Il a fait un seul signe de tête. Washington sait qui vous êtes, lieutenant. Un VIP spécial a demandé votre présence immédiate à un événement actuellement en cours. Il a sorti un porte-insigne en cuir noir de sa poche intérieure, et l'a maintenu ouvert à hauteur de poitrine. Le sceau en or de l'aigle du gouvernement fédéral a accroché la lumière du Porsche, et m'a envoyé un éclair dans les yeux. J'ai plissé les yeux. Le timing était un angle mort dans la logique.
Des unités tactiques fédérales qui débarquent chez moi, le même après-midi qu'un mariage mondain auquel on m'avait interdit d'assister. C'était soit une coïncidence spectaculaire, soit un fil que je n'avais pas encore vu. Je n'ai pas bougé. L'agent principal a lu mon hésitation. Il a fait un pas de plus, a soulevé calmement le bord de sa veste de costume pour révéler la poignée noire mate d'un Glock dans son étui, et a baissé la voix à une fréquence destinée à mes seules oreilles. Opération, nom de code aube méditerranéenne. 6 années de données classifiées gelées et enterrées, ont explosé dans mon crâne comme une grenade assourdissante. Chaque détail que j'avais scellé, le SUV en flammes, le verre brisé, la main du vieil homme, 4 heures de pression sur une blessure au cou. Tout a rugi de retour en une seule seconde compressée. Je savais exactement qui m'appelait, et je savais exactement pourquoi. Un demi-sourire glacial a glissé sur mon visage, le genre de sourire qui fait que les gens vérifient où se trouvent les issues de secours. Donnez-moi exactement 5 minutes. Je me suis retourné et je suis rentré. J'ai ouvert le placard de l'entrée, j'ai poussé les vestes de pompier de David et mes vieux sacs de patrouille, jusqu'à ce que mes doigts trouvent la housse de pressing tout au fond. Je l'ai dézippé, et j'ai sorti ma tenue de cérémonie de la Navy. Immaculée, blanchie à devenir aveuglante, repassée avec des plis qui pourraient couper du papier. Je l'ai enfilée pièce par pièce, avec la précision d'une vérification d'équipement avant mission. Le pantalon d'abord, les coutures alignées avec le pli de mes chaussures. Le boutonnage de la veste, du col à la taille, chaque bouton en laiton accrochant la lumière du couloir. Chaque médaille et ruban épinglé au millimètre près sur ma poitrine gauche. Les endroits où j'étais allé. Les prix que j'avais payés. Les choses que j'avais faites, que personne à ce mariage ne pourrait commencer à comprendre. La casquette d'officier placée bas. La visière ombrageant mon front. Coupant mon visage en deux, entre la lumière et l'obscurité. Les gants blancs enfilés bien serrés sur chaque doigt, un par un, lissant le tissu sur chaque jointure. Je me suis regardé dans le miroir du couloir. La femme qui me fixait n'était pas celle qui s'était tenue dans la cuisine de sa mère ce matin-là, ravalant des insultes et goûtant le sang. Cette femme avait la mâchoire serrée comme un verrou de fusil, des yeux qui ne laissaient rien paraître. Un uniforme qui avait absorbé le sable, l'eau salée, le sang et la fumée de 3 continents, et qui en ressortait toujours d'un blanc immaculé. David se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, me regardant me transformer. Il n'a pas demandé où j'allais. N'a pas demandé pourquoi. N'a pas demandé ce qui allait se passer. Il m'a juste regardé, et a hoché la tête une fois. Une seule petite inclinaison du menton. Ce hochement contenait plus de confiance qu'un millier de mots provenant d'un millier de personnes. Quand j'ai poussé la moustiquaire, et que j'ai reposé le pied sur ce porche pour la 2e fois, je n'étais pas la fille que ma famille avait jetée comme un rebut. J'étais une arme chargée. Le marteau armé, le cran de sûreté enlevé, braqué directement sur la scène de leur mensonge. Je me suis assise à l'arrière du SUV de tête. Le convoi blindé dévalait l'autoroute à près de 150 km/h. Les sirènes prioritaires hurlaient, déchirant le calme de l'après-midi. Les voitures civiles se précipitaient sur la bande d'arrêt d'urgence comme du bétail effrayé. J'étais parfaitement immobile, les jambes croisées aux chevilles, un doigt ganté traçant le bord de la barrette de ruban sur ma poitrine. À travers la vitre teintée, les centres commerciaux et les lotissements se fondaient en une tache grise. L'agent de tête au volant a écrasé l'accélérateur. Le contour du moteur a grimpé, jusqu'à ce que le châssis se mette à vibrer. 45 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu avant que le convoi ne prenne un virage sec, sur une route privée bordée de chênes centenaires, se dirigeant droit vers le domaine au bord du lac. Sécurité privée. 4 hommes en blazer gris, portant eux aussi des oreillettes, se sont précipités pour fermer un portail en fer forgé en travers de l'entrée. L'agent principal sur le siège passager, a simplement tendu le bras par la fenêtre, et a brandi un signe fédéral plaqué or. Le portail s'est ouvert à la volée, avant même que le premier SUV ne touche les freins. Les 4 véhicules sont passés en trombe sans ralentir. Les pneus ont crissé sur une allée de gravier immaculé. Ils ont fait une embardée autour d'une fontaine en marbre, qui crachait de l'eau dans la lumière dorée de la fin de journée. Et ils ont roulé tout droit sur le tapis rouge, qui avait été déroulé pour les invités milliardaires. Les voituriers en veste blanche ont plongé pour s'écarter du chemin. Un serveur qui portait un plateau en argent rempli de flûtes à champagne a tout fait tomber. Le fracas du verre, explosant sur les dalles, a retenti comme un pistolet de départ. Le quatuor à cordes sur la terrasse s'est tu en plein milieu d'une sonate.
Les archets se sont figés sur les cordes. 300 têtes se sont tournées à l'unisson. Les portières se sont ouvertes simultanément. 12 agents se sont déployés en un périmètre en croissant. Veste déboutonnée. Mains visibles et prêtes. Puis, je suis sorti. Mes chaussures en cuir noir ont frappé l'entrée en marbre, avec un son qui a résonné contre les colonnes de pierre. Le soleil de fin d'après-midi a frappé mon uniforme de cérémonie blanc, et chaque pièce de métal sur ma poitrine a flamboyé. J'ai croisé les mains dans le dos, et j'ai marché à travers le centre de la formation des agents. D'un pas mesuré. Sans précipitation. Délibéré. La démarche d'un officier menant une revue formelle. Les murmures ont frappé comme des vagues. Je pouvais sentir 500 perdus recalculer tout ce qu'ils croyaient savoir sur ce mariage, sur cette famille, sur ce jour. J'ai balayé la terrasse du regard, et j'ai verrouillé ma cible sur la table VIP centrale. Je les ai trouvés instantanément. Le visage de ma mère avait pris la couleur du ciment frais. Sa mâchoire était rigide, serrée à s'en briser les dents. Sa main droite tremblait si violemment, que la flûte de champagne en cristal qu'elle tenait, lui a glissé des doigts et s'est fracassée sur les dalles. Isabella était assise, figée à côté d'elle. Le diadème en diamant sur sa tête penchait sur le côté. Son visage était vidé de ses couleurs, d'un gris que je n'avais vu que chez les personnes en état de choc. Richard. Le marié. Le milliardaire. L'homme qui était censé être le joyau de la couronne de toute cette mascarade. A trébuché en arrière hors de sa chaise, la sueur assombrissant le col de son smoking sur mesure. Il comprenait, maintenant. La mendiante qu'ils avaient humiliée avec des restes de soupe et un mot écrit à l'encre rouge, la moins que rien qu'ils avaient banni de leur royaume, venait de rentrer, avec une armée qui pouvait démanteler tout ce qu'ils avaient construit. La foule de milliardaires s'est fendue en deux, comme un rideau que l'on tire. Ils ont fait place, avec révérence, instinctivement, pour un homme aux cheveux blancs qui marchait lentement dans l'espace ainsi libéré. Arthur Sterling. Ancien secrétaire d'État. L'homme que Wall Street appelait le parrain à mots couverts. Un seul appel de sa part, pouvait geler des lignes de crédit, faire capoter des fusions, et détourner des fleuves entiers de capitaux. Il s'appuyait sur une canne en acajou avec un pommeau en argent. Mais son dos était droit, et ses yeux étaient clairs et perçants. J'ai claqué mes talons ensemble, et j'ai exécuté un salut réglementaire parfait. Net, pleine extension, maintenu. Sterling n'a pas rendu le salut. Il a lâché sa canne. Elle a cliqueté sur le marbre. Il s'est avancé, a enveloppé ma main de ses deux mains, et l'a serrée. Une poigne qui portait encore la force d'un homme qui a survécu à une zone de guerre. Sa voix, profonde, chaleureuse, et assez forte pour que toutes les personnes à portée de voix puissent l'entendre, a roulé sur la terrasse, lieutenant Vasquez, Washington a une dette envers vous. Et moi personnellement, je vous dois la vie. Les 500 invités sont restés dans un silence absolu. Sterling a relâché mes mains, et a fait un mouvement sec du menton vers la maison principale. Les agents ont bougé sans un mot, poussant ma mère, Isabella, et Richard à travers un ensemble de portes-fenêtres, dans un salon VIP privé. Les portes se sont fermées. Sterling a traversé la pièce en 4 grandes enjambées. A planté sa canne sur le plancher en bois, et s'est tourné vers ma mère avec une voix, qui aurait pu décaper la peinture d'un navire de guerre. Cet après-midi. Vous m'avez dit en face, qu'elle était déployée sur une mission classifiée et ne pouvait pas assister au mariage. Vous avez banni ma sauveuse de ce bâtiment. Il s'est penché en avant sur la canne, les jointures blanches. Vous m'avez menti. Le sang-froid de ma mère s'est effrité, comme un château de sable frappé par une vague. Des perles de sueur sont apparues sur sa lèvre supérieure. Monsieur. Vous vous méprenez. J'essayais seulement de protéger son identité. Sa sécurité. Sterling a abattu la canne contre le sol si fort, qu'il a fissuré un carreau. Fermez-la. Les mots sont sortis bas, contrôlés, et 10 fois plus terrifiants qu'un hurlement. Pensiez-vous que je ne découvrirais pas, que vous avez hypothéqué votre propre maison auprès d'usuriers? Que vous avez affublé votre fille aînée d'un faux déguisement de mondaine pour tromper cet homme? Il a pointé la canne vers Richard. Comme une baïonnette plongée dans un mariage construit sur la fraude. La pièce était un vide sidéral. Personne ne respirait. Richard s'est tourné lentement vers Isabella. L'expression sur son visage n'était pas de la colère. C'était la répulsion spécifique d'un homme,
qui vient de réaliser qu'il a dormi à côté d'une inconnue. La bouche d'Isabella s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Son rouge à lèvres parfait a tremblé. Sterling s'est reculé, s'est redressé de toute sa hauteur, et a tendu le bras vers moi, paume ouverte. Comme un procureur présentant sa pièce à conviction finale à un jury. Il y a 6 ans en Méditerranée, mon convoi diplomatique est tombé dans une embuscade. Toute mon escorte de sécurité a été tuée. Mon véhicule était en feu, et j'étais coincé à l'intérieur. Sa voix portait le poids d'un homme, qui avait rejoué ce moment chaque nuit depuis. Cette femme. Le lieutenant Véronica Vasquez. A désobéi à un ordre direct de maintenir la position. Elle a sprinté sur 200 mètres, sous des tirs nourris. Elle a brisé ma vitre avec un pistolet, m'a extirpé d'un véhicule en feu. Et a protégé mon corps de l'explosion d'une grenade avec sa propre chair, pendant 4 heures d'affilée. Il a fait une pause. A laissé le poids de ses mots s'installer. Elle a refusé chaque euro de récompense. Elle a demandé que son dossier soit classifié. Elle n'en a jamais parlé à personne. Les jambes de Richard ont cédé. Il s'est agrippé au dossier d'une chaise et s'est affaissé dessus, le regard fixé sur le sol. L'équation venait de se recalculer dans sa tête, avec une clarté dévastatrice. La famille de sa femme. La famille qui s'était présentée comme des aristocrates de la vieille fortune. La famille dont la mère l'avait personnellement assuré qu'il possédait une richesse générationnelle. Monter une arnaque. La garde-robe de créateur d'Isabella, les relations mondaines, les galas de charité, les histoires de fonds de placement européens. Tout cela n'était qu'un échafaudage, bâti sur des primes de combat volées, et l'argent d'usurier. Et la femme sur laquelle ils avaient craché. Celle qu'ils avaient traitée de moins que rien fauché. Celle à qui ils avaient envoyé des restes de soupe avec un mot traitant son mari de rat. Cette femme avait sorti l'homme le plus puissant de l'orbite financière de Richard d'un véhicule en feu de ses mains nues, et n'avait jamais demandé un centime. Isabella a ouvert la bouche. A essayé de parler. A réussi à articuler 3 syllabes de quelque chose qui aurait pu être le nom de Richard. Puis, sa voix s'est brisée. Elle a regardé ma mère. Ma mère a regardé le sol. Aucune des deux n'avait le moindre mot à dire. Chaque syllabe de leur vocabulaire avait été construite pour un monde qui n'existait plus. Sterling n'a laissé le temps à personne de s'en remettre. Il a attrapé mon bras, sa poigne était ferme, sa main tremblant encore sous l'effet de l'adrénaline, et m'a entraîné à travers les portes-fenêtres, pour revenir dans le hall principal. Il a marché droit vers l'estrade, a arraché le micro des mains du chef d'orchestre interloqué, et a laissé sa voix détonner sur 500 visages stupéfaits. Wall Street, vous pouvez donner un prix à n'importe quoi. Des actions, des contrats à terme, de l'immobilier, des êtres humains. Il a laissé cette dernière phrase flotter dans l'air comme de la fumée. Mais vous ne pourrez jamais, pas dans 1000 ans, rassembler assez de capitaux pour acheter l'honneur et l'intégrité de cette soldate. Le lustre au-dessus de ma tête a projeté un cône de lumière blanche, directement sur mon uniforme. 500 des personnes les plus puissantes de la finance américaine se sont levées de leur siège dans un mouvement unifié. Les applaudissements ne sont pas montés crescendo. Ils ont explosé. Un mur de son, qui a fait trembler les verres à pied sur les tables. Je suis resté debout dans cette lumière. Les mains croisées dans le dos. Le menton droit. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé droit devant moi. Et j'ai laissé l'instant submerger ma mère et ma sœur, comme un raz de marée de honte, qu'aucune quantité d'argent emprunté ne pourrait jamais nettoyer. Ce moment. Où chaque couche de fraude a été arrachée devant des centaines de témoins. A été une libération absolue. Si vous avez déjà eu envie de voir ceux qui construisent leur vie sur des mensonges payer le vrai prix de leur égoïsme, cliquez sur le bouton j'aime de cette vidéo, et racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je me suis échappé de la foule des poignées de main et des félicitations. Et je suis sorti sur le balcon du premier étage. L'air du soir m'a frappé le visage. En bas, le lac reflétait la dernière bande de lumière orange à l'horizon. J'ai appuyé mes 2 mains gantées sur la rambarde en pierre, et j'ai laissé mes poumons se gonfler pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis 12 heures. Derrière moi. Le cliquetillant des talons sur le carrelage. Hésitant, irrégulier. Le rythme de quelqu'un dont les jambes ne coopéraient plus avec sa fierté. Ma mère est apparue la première. La femme qui avait tenu son menton à un angle de 45 degrés ce matin-là.
Qui avait écrasé son talon aiguille sur mon invitation? Qui avait signé ce mot à l'encre rouge avec une grande fioriture? Elle se tenait maintenant là, les épaules voûtées vers l'intérieur, les bras enroulés autour de ses propres côtes. Le mascara traçait 2 rivières noires sur ses joues. Véronica. Sa voix s'est brisée sur la 2e syllabe. Maman avait tort. Je suis désolé. Elle a étouffé un sanglot. S'il te plaît, parle à Richard pour nous. Juste un mot. Sterling a gelé le projet. La banque exige le remboursement du prêt. Maman va perdre la maison. J'ai tout perdu, bébé. Tout. Je ne me suis pas retourné. Isabella est arrivée ensuite. Elle s'est précipitée en avant, et a agrippé la manche de mon uniforme de cérémonie de ses 2 poings, les jointures blanches. Le mascara étalé. Le diadème disparu. Sa confession s'est déversée dans un flot laid et désespéré. J'ai menti à Richard. Je lui ai dit que c'était moi qui t'envoyais de l'argent. Que je finançais ta pauvre vie de militaire, parce que j'avais pitié de toi. Elle cherchait sa respiration entre les mots. S'il découvre la vérité. Que je siphonnais tes primes de combat pour construire toute cette fausse personnalité. Il va nous détruire. Nous toutes. Tu dois me sauver. S'il te plaît. Voilà. Le dernier masque, arraché de ses propres mains. La femme qui avait laissé notre mère me traiter de parasite. Qui avait souri en se limant les ongles pendant qu'on me jetait hors de la famille. Avait dit à son mari milliardaire, qu'elle était ma bienfaitrice. Qu'elle était la généreuse. Que j'étais le cas social. Le dégoût qui est monté dans ma poitrine, était physique. Une pression chaude et huileuse, qui avait le goût de la bile. Chaque centime que j'avais gagné dans une zone de combat. Chaque euro qui était assorti de la clause en petits caractères, tu pourrais ne pas rentrer à la maison pour dépenser ça. Avait été siphonné par une paille pour atterrir dans le placard d'Isabella. Et elle avait eu l'audace de renverser la narration. De dire à son mari milliardaire qu'elle était la sœur généreuse. Celle qui portait le fardeau d'une pauvre soldate incapable de s'en sortir seule. Elle n'avait pas juste volé mon argent. Elle avait volé mon histoire. L'avait réécrite en se donnant le rôle du héros, et en me donnant celui du mendiant. J'ai arraché ma manche de sa poigne d'un seul mouvement sec. La force l'a fait trébucher en arrière sur ses talons. Elle s'est rattrapée à la rambarde en pierre, le mascara dégoulinant sur le marbre. Je me suis retourné, je les ai affrontées toutes les 2. Et quand j'ai parlé, chaque mot est sorti compressé, cloué, tassé comme une balle logée dans une douille en laiton. Écoutez attentivement. Toutes les 2. Vous ne pleurez pas ici parce que vous vous sentez coupable, de ce que vous m'avez fait. Vous mendiez parce que votre argent est en train de brûler. J'ai fait un pas en avant. Elles ont toutes les 2 reculé. Dans l'armée, quand quelqu'un poignarde un de ses camarades dans le dos, il est déchu de son grade, et expulsé de façon permanente. Pas d'audience. Pas d'appel. J'ai fait une pause. J'ai laissé le silence les transpercer. Je vous pardonne à toutes les 2 en tant que famille. Mais le respect entre nous, la confiance, la loyauté. Chaque fil de cette relation, est mort la nuit où tu as jeté mon invitation sur le sol, et que tu as écrasé ton talon dessus. Ma mère a tendu la main vers la mienne. J'ai reculé. Allez éteindre l'incendie que vous avez allumé, avec vos propres allumettes. Je suis une guerrière. Je ne négocie pas avec des traîtres. J'ai retiré mes 2 gants blancs, doigt par doigt, et je les ai coincés dans ma ceinture en cuir. J'ai tourné les talons. Je me suis éloigné de ce balcon, à grandes enjambées mesurées et inébranlables. Le vent s'est engouffré dans le dos de ma veste, et l'a soulevé derrière moi. Le rythme sec de mes talons sur le marbre s'est évanoui dans le lointain. Laissant ma mère et ma sœur pliées en 2 sur la rambarde, sanglotant sur les ruines du royaume de papier, qu'elles avaient passé une vie à construire, et démoli en une seule journée. Ce soir-là, j'ai décliné l'invitation de Monsieur Sterling à un dîner privé. Poliment, fermement. Je suis monté seul dans le véhicule du gouvernement, et je suis reparti vers la petite maison du côté et de la ville. Quand j'ai tourné la poignée de porte familière, celle qui grinçait à chaque rotation, parce qu'aucun de nous n'avait pris le temps de la graisser, la scène de l'autre côté m'a stoppé net. David se tenait dans notre cuisine étroite. Son front portait encore une traînée de suie noire de l'incendie de bâtiment dans lequel il avait couru cet après-midi-là.
des heures avant que des agents fédéraux ne transforment notre allée en zone de rassemblement. Il m'a vu dans l'embrasure de la porte. Toujours dans ma tenue de cérémonie blanche immaculée. Les médailles accrochant la lumière du plafond. Et le coin de sa bouche s'est soulevé. Juste d'un côté. Ce petit sourire tranquille et inébranlable, qui m'avait ancré à travers chaque déploiement. Chaque appel téléphonique de ma mère. Chaque nuit passée à me demander si je valais vraiment quelque chose. Il a ouvert les bras. J'ai traversé cette cuisine en 3 enjambées, et j'ai enfoui mon visage dans sa poitrine. Son t-shirt sentait la fumée. Ce parfum acre et complexe de bois carbonisé, de plastique fondu, et de sueur, qui ne part jamais complètement au lavage. Il n'y avait pas de carte American Express noire glissée dans sa poche. Pas de parfum de créateur. Pas de résumé de portefeuille plié à l'intérieur de son portefeuille. Juste 2 bras qui se sont refermés sur moi, et qui ont bloqué toutes les tempêtes qui faisaient rage devant notre porte depuis 6 heures du matin. J'ai fermé les yeux, et j'ai écouté les battements de son cœur. Régulier, calme. Le pouls au repos de 64 battements par minute, d'un homme dont le métier est de courir dans des bâtiments en flammes, et qui n'en parle jamais au dîner. Et j'ai su, avec ce genre de certitude qui ne nécessite ni preuve ni argumentation. Qu'à cette seconde exacte, debout dans une cuisine avec un robinet qui fuyait et un réfrigérateur cabossé, j'étais la femme la plus riche de la planète. Les conséquences pour les autres, se sont écrites d'elles-mêmes à l'encre rouge. Le lendemain matin, l'avocat de Richard a déposé une demande de divorce pour protection des actifs. Il avait dépensé 40 millions d'euros pour un mariage construit sur de fausses références. Et le contrat de mariage que son équipe juridique avait rédigé, celui qu'Isabella avait signé sans lire, avec la clause de fraude enfouie à la page 19, s'est activé comme une mine terrestre. Elle repartirait sans rien. Pas le Penthouse. Pas les voitures. Pas les lignes de crédit. Rien. Elle était entrée dans ce mariage en portant un costume acheté avec de l'argent volé, et maintenant, le costume était saisi, avec tout ce qu'il lui avait permis d'acheter. La maison de ma mère est revenue à la banque dans la semaine. Le prêt à taux d'intérêt exorbitant qu'elle avait contracté auprès de prêteurs privés, pour fabriquer une identité mondaine pour Isabella, celle que Sterling avait exposée devant 500 témoins, est arrivé à échéance. Et il n'y avait plus personne à appeler. Plus personne à saigner. Les numéros de téléphone sur lesquels elle comptait depuis des décennies, la fille qui répondait toujours, la fille qui envoyait toujours de l'argent, la fille qui encaissait toujours les coups. Ces numéros étaient des lignes mortes maintenant. Elle m'envoyait des SMS tous les dimanches. De longs messages imbibés de larmes, de citations religieuses et d'excuses, qui revenaient tous à la même demande, par la Sterling. Passe un coup de fil. Répare ça. Je n'en ai jamais ouvert un seul. J'ai fait défiler jusqu'à son contact, j'ai appuyé sur l'icône de blocage, et j'ai posé le téléphone face contre le plan de travail. Couper une tumeur de son propre corps, surtout une qui partage votre groupe sanguin, est la chirurgie la plus douloureuse qu'une personne puisse s'infliger à elle-même. Mais c'est le seul moyen pour que le corps survive. David m'a tendu une tasse de café. Noir, sans sucre. Le bord du mug était ébréché. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, la même table où j'avais nettoyé mon arme de service 8 heures plus tôt, et nous avons bu en silence. Regardant la première lueur du matin percer à travers la fenêtre, au-dessus de l'évier. Pas de champagne, pas de quatuor à cordes. Juste 2 personnes qui avaient mérité chaque centimètre carré du calme qui les entourait. La personne la plus forte au monde n'est pas celle perchée sur un trône d'argent, portant une couronne empruntée, et jugeant la valeur de tous ceux en dessous. La personne la plus forte au monde est celle qui refuse de s'agenouiller, même quand la lame plantée dans son dos a été enfoncée par sa propre chair et son propre sang. L'honneur est la dernière armure qui reste debout, et la vérité sera toujours l'arme la plus féroce jamais forgée. J'ai rayé le nom de chaque traître de la liste de ma propre main, pour protéger ma dignité de soldate. Si cette histoire met assez de feu dans votre poitrine pour tracer une ligne dure contre les personnes toxiques de votre vie, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à cette chaîne, et racontez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Ne vous agenouillez jamais devant la manipulation de quelqu'un d'autre.